Kram, Amel a commencé un peu à esquisser aussi le contexte économique, social dans lequel tout ça se produit, les perspectives économiques et financières qui ne sont pas brillantes, les réserves qui ont chuté, euh, le pays qui reste finalement prisonnier de sa rente en hydrocarbures qui rapporte beaucoup moins qu'avant. Euh, et dans quelle mesure tout ça pèse sur ce climat politique? Euh, Bon, rappelons d'abord qu'effectivement l'Algérie est un pays dépendant de la rente en hydrocarbures. Cela constitue à peu près 90 à 95% de ses exportations, 70 à 80% de ses recettes fiscales. Donc effectivement, l'Algérie dépend énormément de la manne pétrolière et gazière. Alors, il n'a échappé à personne que 2020 a été une année très difficile pour l'économie mondiale. Donc, il y a, je dirais, dans les difficultés que rencontre l'Algérie aujourd'hui, il y a un effet conjoncturel et il y a un effet structurel. L'effet conjoncturel, c'est cette pandémie, cette maudite pandémie qui fait que l'économie mondiale a ralenti, a fortement ralenti, et cela a impacté un certain nombre de secteurs, dont le secteur des hydrocarbures. Juste pour qu'on en ait une idée, les 5 grandes compagnies mondiales, les 5 majors, hein, donc BP, Exxon, Shell, Total, ces 5 compagnies à elles seules ont perdu près de 80 milliards de dollars sur leur exercice 2020. Je rappelle qu'en 2019, elles ont enregistré à toutes les 5 un bénéfice cumulé de près de 50 milliards de dollars. C'est dire à quel point 2020 a été un gros choc. Donc l'Algérie n'a pas échappé à ce choc avec un baril qui est descendu autour des 60 dollars, avec une incertitude sur les contrats longs, etc. Donc on est encore confronté aujourd'hui à cette question, même si il y a un léger redémarrage, notamment grâce à la Chine. Les exportations algériennes souffrent et donc, bien entendu, comme vous l'avez dit, ça fait qu'il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses. L'autre problème qui est plus grave, à mon sens, qu'on commence à voir évoqué parce qu'il a été évoqué par le ministre de l'énergie de l'ancien gouvernement, c'est que structurellement, l'Algérie aujourd'hui, c'est à la limite, son problème, ce n'est plus le coût du baril, c'est-à-dire le prix du baril, c'est-à-dire l'évolution du marché pétrolier. On est content quand il est à 80, 90, ça va moins bien quand il est à 60, 50. Le problème de l'Algérie aujourd'hui, c'est sa capacité d'exportation. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui de manière tangible à quel point, pour reprendre un discours du métier, on se rend compte à quel point les grands gisements ont été fatigués pendant les 2 décennies où Bouteflika a été au pouvoir. On a surexploité notamment le gisement de Hassim Messoud, qui est un gisement qui a été découvert dans les années 50, et on se rend compte aujourd'hui à quel point les exportations, lorsque Bouteflika a été au pouvoir, je rappelle que l'Algérie a engrangé près de 850 milliards de dollars en 20 ans, certains disent 1000 milliards de dollars. C'est dû aussi au fait que l'Algérie a pompé à tout va, a parfois dépassé son quota de production. Et aujourd'hui, eh bien, l'Algérie a du mal à exporter. Elle ne tient même pas son quota alloué, qui est de 2 millions de barils. Elle est incapable d'aller au-delà de 1 million, 1,5 million. Donc tout ça pose de vraies questions, à la fois en termes de, je dirais, de stratégie pétrolière, de choix, est-ce qu'on ouvre le secteur ou pas. Mais en attendant, il y a la réalité des chiffres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Algérie vit au-dessus de ses moyens, elle dépense plus que ce qu'elle ne gagne, et pour compenser, elle est obligée, comme vous l'avez dit, de puiser dans les réserves de change, dans le bas de laine, dans l'épargne. Ça peut durer. Ça dure depuis grosso modo 2012-2013. Et ces réserves qui ont atteint un record au début de la dernière décennie, à peu près 250 milliards de dollars, aujourd'hui, elles sont très, très basses. On a une évaluation, on pense que c'est entre 23 et 40 milliards de dollars. Ça veut dire que l'urgence qui va se poser rapidement, quelle que soit l'évolution de la situation par ailleurs, Hirak ou pas Hirak, amélioration de la conjoncture internationale ou pas, c'est est-ce que l'Algérie va, oui ou non,
faire appel au marché extérieur de la dette. Et on sait ce que ça. C'est un tabou Voilà. colossal. C'est un tabou colossal. Ça a été rejeté par le président Tebboune il n'y a pas très longtemps, qui avait dit, en gros, on a un très mauvais souvenir. Et c'est vrai que c'est un très mauvais souvenir pour le système algérien parce que en 1994, le FMI a débarqué à Alger quasiment en conquérant, a dicté ses choix. Et il faut se souvenir que c'est effectivement à l'époque, les gens avaient en tête la violence terroriste qui sévissait, mais ça a engendré une violence sociale assez incroyable. Des centaines d'entreprises locales ont été dissoutes du jour au lendemain, des gens ont perdu leur emploi, et ce qui a été insupportable pour les dirigeants algériens de l'époque, et c'est resté assez prégnant dans la mentalité actuelle, c'est le fait de se voir imposer des conditions par autrui, par le FMI. Le FMI, c'est quoi? Le FMI, c'est un banquier qui travaille pour son conseil d'administration et donc il travaille pour ses principaux actionnaires, que sont les grands pays développés, les États-Unis, la France et d'autres. Et donc, est-ce que oui ou non, l'Algérie va, à un moment donné, être obligée de s'en remettre au FMI, de négocier un plan d'ajustement structurel ou en tout cas un plan de réforme qui feront que le FMI dira OK, on peut prêter l'argent à l'Algérie. L'autre hypothèse, l'autre possibilité pour l'Algérie, elle n'est pas négligeable non plus, c'est de se passer des services du FMI et de s'adresser à l'autre prêteur, celui qui contourne un peu, je dirais, l'orthodoxie financière internationale, qui est la Chine. C'est possible, ça a été évoqué, mais là aussi, ça ne se fait pas sans contrepartie. La Chine, quoi qu'on en dise, ne prête jamais à perte et elle a ses exigences. Donc voilà. Et la vraie question, c'est aussi comment vendre ça à l'opinion dans un contexte marqué par ça a été très bien dit dans les deux interventions qui ont précédé, dans un contexte de défiance, de revendication, mais aussi d'une opinion publique régulièrement chauffée à blanc sur les questions, je dirais, nationalistes, patriotiques et de souveraineté. Donc, ça va être une vraie question. Le drame de ce système, l'un des problèmes du système politique algérien, du système de pouvoir et de gouvernance, c'est que au-delà, je dirais, de ces errements en matière de limitation des libertés individuelles, de refus de la moindre tentative de transition ou d'élargissement, c'est l'absence d'un modèle économique. Bien malin serait qui pourrait aujourd'hui expliquer quelle est la politique économique algérienne qui a été suivie depuis 20 ou 30 ans. On a des petits pas à droite, on a des petits pas à gauche, on annonce à un moment donné qu'on veut libéraliser l'économie, mais très vite on fait machine arrière parce que c'est à la fois un choc pour l'opinion publique, mais aussi ça met en danger des clientèles de captation de rente plus ou moins de monopoles privés, puisqu'on est passé des monopoles publics à des monopoles privés. Donc c'est toute cette question qui va être posée. Et là, pour le coup, autant on a quelques petites manœuvres, je dirais, dilatoires pour essayer de faire asseoir une partie de la dite opposition en essayant de dire, bon, bah, on va trouver un arrangement, on, on- on agite comme une carotte la perspective de futures élections, ce qui donne, notamment les législatives, ce qui, en se disant que ça va peut-être amener une nouvelle clientèle à la table du pouvoir, en tout cas dans la façade que le pouvoir met en place. Mais le débat sur la question économique, il est, je dirais, en jachère et la situation est urgente parce que Bouteflika avait pu encaisser le choc des révoltes populaires de 2011 en ouvrant les vannes des robinets. Hein, je rappelle qu'à l'époque, beaucoup de gens, beaucoup de corporations, beaucoup de métiers ont vu leur salaire être augmenté, parfois dans des considérations assez ahurissantes. C'était des augmentations de 100%, avec rétroactif parfois à 1, 2, 3 ans. Donc on achète la paix sociale comme ça. Ça a permis à des gens de s'équiper, etc. Et quand on achète une ou deux voitures, on n'a peut-être pas trop envie il y ait la contestation dans la rue. Aujourd'hui, l'État algérien n'a plus les moyens de faire ça. Même, il n'a même plus les moyens d'aller plus loin dans son usage de la planche à billets. Donc, on est dans une situation économique et financière très compliquée
qui, en théorie, devrait amener ce pouvoir à réfléchir, à bâtir un consensus national et donc à se reposer sur autre chose que des slogans creux et sa clientèle. Mais le problème, c'est que dans l'histoire de l'Algérie, l'histoire contemporaine, l'histoire de l'Algérie indépendante, ce genre de situation, raréfaction des ressources financières dans un contexte politique difficile, ça a hélas souvent dégénéré en termes de paix civile. Donc voilà, la vraie interrogation, elle est Ouais. là. Et il n'a pas non plus les moyens, ni intellectuels ni financiers, de cette diversification qui est devenue un peu le serpent de mer, dont on parle depuis des années, des années et des années, et qui ne voit finalement jamais le jour, puisque les chiffres que vous avez cités au début de la dépendance sur la rente des hydrocarbures sont les mêmes qu'il y a 10 ans et n'ont guère évolué. Est-ce qu'il y a une réflexion sur ce plan à la fois du côté du pouvoir, mais aussi du côté du Hirak, parce que à vouloir être une alternative, il faut aussi avoir des réponses à ces questions qui sont fondamentales sur le devenir de l'Algérie. Bon, le Hirak n'est pas un think tank, mais il y a énormément de travaux. Beaucoup de gens ont travaillé, alors, quelle que soit la couleur politique. Je pense notamment aux gens de Nebni, par exemple, qui ont tout un vade-mecum de réformes disponibles qu'ils souhaitent voir mettre en place, justement pour atteindre cette diversification de l'économie algérienne, pour faire reculer, je dirais, la part du carbone dans les recettes extérieures du pays. Euh, le problème, c'est que, euh, si vous voulez, depuis 20, 30, 40 ans, le, le fait implicite de la réflexion gouvernementale consiste à tenir le coup pendant que les cours du baril sont bas, en se disant ça finira bien par remonter. Et effectivement, ça a toujours marché ou presque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, à la fin des années 90, le baril est à 10 dollars pratiquement. Tout le monde donnait peu de chance au régime algérien pour s'en sortir. Si vous regardez les articles de l'époque, on était à la période où Bouteflika allait arriver au pouvoir et on se disait le régime ne va jamais pouvoir tenir. Bon, bref, ensuite, il s'est passé, il y a eu la guerre en Irak, il y a eu énormément de choses, il y a eu tout le débat sur la fin du pétrole et on sait comment ça s'est terminé avec un baril qui a dépassé les 100 dollars. Là, aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le baril soit à 100 ou à 40 ou à 50, la question, c'est de pouvoir l'exporter. Et c'est ça qui pose problème pour l'Algérie. Et les plans de diversification, ils existent, ils ont toujours existé depuis les années 70. Le problème, c'est comment on les met en place sans moderniser l'administration, sans lui faire perdre ses réflexes tatillons. Officiellement, l'Algérie est dans l'économie de marché, mais il y a encore une gestion bureaucratique administrative très très forte. Et puis, il y a des lois qui, aujourd'hui, par rapport au contexte international, font fuir les investisseurs. La loi, par exemple, du 51-49, qui fait que n'importe quel investissement en Algérie doit avoir un partenaire algérien à 51%. Vous pouvez peut-être imposer ça à une PME du sud de la France qui n'a pas la capacité de négocier, mais pour attirer une multinationale qui envisage de créer un grand centre de production chez vous, c'est des choses qu'on ne peut pas dicter. Et donc, aujourd'hui, on en est là. La diversification, c'est un slogan creux. Il y a des rapports que les uns et les autres produisent. Tout ça dort dans des tiroirs. Mais tout ça pour dire aussi que la matière grise existe pour peu que il y ait, je dirais, l'enclenchement d'un cercle vertueux. Les compétences existent à la fois en Algérie, mais aussi à l'extérieur, des économistes, des chercheurs, des financiers. Je pense, c'est vraiment pas un cas d'inquiétude. Mm. L'inquiétude, c'est que ce système continue à réfléchir en mode de on a tenu par le passé, on tiendra encore. Mm. Merci. Sur cette question du Hirak et de l'influence ou de l'ingérence étrangère. Oui, pour en revenir à ce qu'évoquait Isabelle sur la question de la tiédeur hein, des chancelleries occidentales et européennes, c'est vrai que quand on voit par exemple
cette mobilisation, alors c'est peut-être pas le même contexte, mais quand on voit cette mobilisation autour du cas Navalny en Russie, avec tout le monde qui s'en est emparé, avec ces sanctions, ces discours assez musclés à l'égard de la Russie, et quand on voit la question, cette réticence à aborder la question des détenus d'opinion en Algérie. Certes, on vient d'avoir des libérations, mais enfin, ça a duré, ça dure depuis un bon moment. Et on ne peut pas comprendre cette réticence sans, je pense, l'élargir au contexte régional algérien, qui est quand même assez tendu. Et si je prends le cas de la France, qui est aujourd'hui dans une intervention militaire au Mali, laquelle pose question, avec une situation, même si personne n'a envie de prononcer ce mot, d'enlisement progressif, en tout cas on ne voit pas la solution. C'est vrai que l'idée que l'Algérie devienne un îlot d'instabilité, on soit dans une situation de désordre et de remise en cause du régime, voire de dérapage, c'est vrai que ça ne plaît à personne et que finalement, c'est ce qui explique aussi pourquoi on a des discours aussi convenus, aussi, qui mettent d'ailleurs les gens du Hirak en fureur quand le président Macron fait des déclarations pour exprimer grosso modo sa sympathie à l'égard du président Tebboune. C'est très mal vécu par le Hirak et comme le disait Louisa, ça déclenche des critiques assez importantes. Pour terminer, juste une remarque, puisqu'on fait des comparaisons historiques, c'est vrai que on a le legs culturel nationaliste, je dirais, pour ne pas dire chauvin en Algérie, mais tout de même, c'est aussi l'action extérieure du FLN pendant la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'indépendance, a été très importante aussi. C'est-à-dire que c'est assez contradictoire d'ailleurs dans la perception qu'on peut avoir aujourd'hui de notre rapport au monde en tant qu'Algérien. Euh, la guerre d'indépendance, ça a été les maquis aussi, certes, c'était très important, c'était la mobilisation à l'intérieur du pays, mais ça a été aussi une incroyable quête de soutien à travers le monde. Quand on voit ce qu'a été la diplomatie du FLN, du GPRA pendant la guerre d'indépendance, je pense que peut-être ce serait bien de le rappeler de manière régulière. On est allé frapper à toutes les portes. On est allé chez les Chinois, en Indochine, en Indonésie, pardon, la conférence de Bandung, etc. Et puis même le rôle, je dirais, fondamental qu'a joué la représentation du GPRA à New York, justement pour internationaliser la question algérienne, etc. Donc il y a un paradoxe par rapport à aujourd'hui, je pense, la réticence à accepter des soutiens dont on soupçonne à chaque fois qu'ils sont toujours intéressés, qu'il y a une idée derrière la tête. Mais il y a une question qui m'intriguait en 2019 et une partie de 2020, c'était le parallèle avec le Soudan, qui a souvent été fait. Et est-ce que le scénario soudanais, c'est-à-dire une représentation du mouvement qui négocie avec l'establishment militaire une période de transition et donc une cohabitation pendant cette période, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable et qui est possible en Algérie, ou est-ce que c'est aux antipodes de ce que vous avez en tête Rapidement sur la question soudanaise, effectivement, c'est très difficile de faire une comparaison parce que le Soudan, qui est toujours le parent pauvre de l'actualité du monde arabe, hein, on en parle très peu, c'est tout de même un pays qui a une longue tradition de transition, certes avortée, mais de transition, qui sont nés de mouvements populaires, qui sont nés d'encadrement de partis puissants. Je rappelle que le Soudan est l'un des pays arabes où le Parti communiste a été l'un des plus puissants. Il en reste quelque chose encore aujourd'hui, puisque l'un des partis qui participent à la coalition en est l'un des héritiers, puis des organisations professionnelles qui se sont impliquées très tôt dans le mouvement. C'est un peu une comparaison qu'on pourrait faire avec la Tunisie,
avec l'ordre des avocats notamment, qui a été tout de même assez déterminant dans la chute de Ben Ali en 2011, en tout cas et dans l'organisation de ce qui s'est passé par la suite. Je trouve que l'idée que vient de soulever Louisa est très intéressante parce qu'effectivement, l'une des hypothèses qui est un peu comme ça pendante, c'est je dirais, que le Hirak se transforme en une espèce de longue guérilla civique et politique qui arracherait coup après coup des renoncements au pouvoir, qui serait obligé de lâcher prise. Et si on fait un pas de côté, sans vouloir se contenter de peu, hein, mais si on fait un pas de côté par rapport à l'histoire immédiate de l'Algérie, on se rend compte que on a tout de même des choses qui ne sont plus acceptées et que le régime lui-même n'ose plus faire. Je pense notamment à Hasni parlait de formalisme électoral, etc. et tout, mais j'ai été tout de même très très frappé. Alors on peut avoir mille et une explications, euh, mais l'histoire du score de Tebboune à la présidentielle, qui est un score tout de même assez ridicule, alors effectivement, c'était très difficile de cacher ça, mais je trouve qu'on ne s'est pas suffisamment attardé sur ce fait de la part d'un régime, d'un pouvoir, d'un système politique qui nous a habitués à des scores brejneviens, avec, avec une négation de la réalité, avec des scores de participation qui étaient eux-mêmes gonflés. Je me dis que voilà, c'est cette idée de mobilisation constante. Alors, il faut pouvoir tenir dans le temps, mais en même temps, qui est une espèce de guérilla. Une guérilla qui oblige ici et là le régime de temps à autre à lâcher de plus en plus, jusqu'à peut-être se réveiller un jour en s'étant en lui-même autodissous, autodissous, si j'ose dire. Ça, c'était le premier point. Le second point rapide, puisqu'on a évoqué tout à l'heure les questions des opportunités, du débat, etc. Dans une publication algérienne qui s'appelle Nous autres, avec quelques collègues, on avait réfléchi à la question du rapport de l'Algérie au monde. Et malheureusement, l'une des opportunités de la situation actuelle, c'est de faire en sorte aussi que les Algériens, par le débat, c'est ce que disait tout à l'heure Louisa, s'emparent des grandes questions, je dirais contemporaines, qui jusqu'à présent étaient peut-être négligées ou absolument pas abordées pour une raison assez simple qui est celle de l'indigence de la vie politique et de l'indigence des représentants de la nation, c'est-à-dire des députés ou des pseudo-députés qui étaient censés représenter le peuple algérien. Il y a des dossiers sur lesquels qu'on n'aborde pas en Algérie qui sont pourtant déterminants. Alors, on a beaucoup parlé des questions sociétales, des questions de société, des rapports politiques, etc. Mais il y a aussi des urgences. Il y a l'urgence écologique, par exemple, qui est un problème fondamental en Algérie. Les rares rapports du PNUE dont on dispose sont très inquiétants sur la détérioration de la qualité des sols, sur la détérioration de l'air. Le nord de l'Algérie est l'une des régions les plus polluées de tout le bassin méditerranéen. La question de l'usage de pesticides qui sont interdits dans le reste du monde et qui sont toujours écoulés en Algérie, etc., etc. Ça, c'est des débats qui normalement auraient dû être portés par la classe politique. Ils le sont un peu par les médias, mais il est grand temps que la société civile algérienne s'en empare parce que c'est une question, je dirais, existentielle pour l'avenir des Algériens.